ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Loïs Monaco. Salut Aurélien. Merci Loïs de revenir. Avec plaisir. Chemin de la Côte d'Azur. C'est ça, ça me fait plaisir de venir. C'est la banlieue parisienne maintenant. Ouais, c'est ça, c'est presque. C'est le monde d'après. C'est 1h30 d'avion. On est voisins. C'est ça. Oh, c'est super, bon, vous connaissez Loïs, vous l'avez déjà vu à 4 reprises dans le podcast. C'est la deuxième fois qu'il vient avec moi. Et c'est toujours un grand plaisir parce que on partage beaucoup de choses avec Loïs sur la philosophie d'entraînement, sur la philosophie de vie en général d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu souvent l'occasion de parler de choses qui nous rassemblent, de la mobilité, de la force, de nos différentes méthodes d'entraînement. Loïs aujourd'hui il coach principalement en natation pour mémoire, même si il a coaché dans les sports de combat, dans le volleyball, dans différentes disciplines. Et que ça évolue encore tout le temps. Là, à l'heure actuelle, tu travailles pour le club de natation de Nice. C'est ça. Voilà. Donc on est sur le projet Paris, pour les Jeux avec le groupe, évidemment, à la coordination d'une cellule de performance et préparation physique du groupe élite. Voilà, grosse casquette aussi sur le sport pour tous, sur le sport loisir, sur le sport fitness, on va dire, sport santé même. Ouais. Et notamment sur le personal training, puisque tu es aussi formateur en BPGEPS, tu as toi-même exercé pendant des années en tant que coach perso. Voilà. Et du coup, on peut se poser une question ensemble aujourd'hui, c'est quelle est la différence entre un préparateur physique et un personal trainer? Ouais, c'est une bonne question. Surtout qu'en plus, ce qui est de rigolo, c'est quand tu es formateur en BP, souvent les jeunes, quand ils rentrent en formation, qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi, je veux faire préparateur physique. Et c'est intéressant parce que, alors moi je viens pas en plus du cursus universitaire, je viens du cursus coach. Donc tu as des grosses différences entre les deux parce que tu travailles pas avec le même public, mais tu as aussi des grosses similarités parce que bon, au final tu travailles avec un corps. Avec un corps, des poids, des haltères, voilà. Un tapis de course. Et tu dois amener à une notion, alors si on voulait rentrer directement dans le détail, on dirait que le plus compliqué quand on travaille dans la préparation physique, c'est un petit peu la notion de transfert qu'on a moins dans le coaching. Il y a des différences. Et encore que, dans le coaching, on cherche, excuse-moi de te couper, mais on cherche finalement, par le courant fonctionnel, à transférer dans le mouvement humain. À transférer vers le mouvement humain. C'est ça, on cherche à faire des êtres humains optimisés. Ouais. Avec de l'emphase sur la perte de poids parfois, sur l'entretien cardiovasculaire parfois, sur la confiance en soi souvent, mais dans tous les cas, finalement, le mouvement est remis au cœur du système d'entraînement pour que la personne bouge mieux dans la vie de tous les jours. Donc finalement, là encore une fois, une transversalité. Non, c'est vrai, il y a une vraie transversalité. Il y a des transversalités dans le cursus parce que c'est vrai que les coachs sportifs vont chercher parfois des préparateurs physiques pour leur amener un côté un petit peu pointu. Les préparateurs physiques sont souvent en recherche de coaching. Une bonne partie d'entre eux a besoin de faire du personal training aussi pour boucler le mois. Donc c'est des milieux qui se rejoignent. Ce qu'il y a d'intéressant, moi la réflexion principale que j'en ai fait il y a quelques années, c'est sur un des principes d'entraînement qui est la variété. Et là où c'est important, c'est que souvent nos athlètes de haut niveau ont une vie très cadrée, très organisés, ils vont à l'entraînement. Et donc c'est vrai qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de stimulation. Et quand on coach, on a parfois monsieur, madame, tout le monde qui sort du boulot, qui veut perdre du poids. Et eux, c'est un petit peu plus nébuleux, ça bouge un petit peu plus dans tous les sens. À mon sens, le coach a besoin d'être un peu plus carré sur des outils, tu vois, utiliser une méthode pendant plus longtemps, pas forcément amener autant de variété. Et le préparateur physique, lui, doit savoir comment utiliser la variété au bon moment pour créer le bon stimulus qui va amener... Sans compromettre la constance de sa charge. C'est ça. Et ça, c'est là où on touche un petit peu aux notions de réserve adaptative, tu vois, réserve de santé. Parce que l'athlète de haut niveau aussi a besoin d'une réserve de santé importante pour supporter tout ça. Une grosse qualité des coachs sportifs, par contre, c'est qu'ils se posent moins de questions
et que c'est une bonne chose parfois. C'est-à-dire qu'un coach sportif, il a parfois 2, 3, maintenant peut-être un peu plus, outils pour tester la mobilité. Il se dit, bah, y a un problème sur la mobilité, eh ben, on va entraîner la mobilité. Le préparateur physique, parfois, et c'est lié aussi au niveau de stress qu'on a dans nos activités, à l'obligation de résultats qu'on peut avoir. On se complique un petit peu parfois, en termes de corporation, en termes d'échange, en termes de... On va chercher parfois un peu loin. Alors, ça fait partie de notre boulot de chercher et d'amener des solutions. Et c'est vrai que parfois, tu te dis, ben, coach sportif, font un cycle de force, font un cycle sur du HIIT, ils vont travailler la mobilité, et puis ça marche aussi. Et puis cette simplicité, qui est un peu aussi l'approche parfois que les Américains ont en préparation physique, hein, bah, fait du bien. Ça apporte un peu de fraîcheur aussi. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que des fois on fait un peu de mal aux mouches, et alors qu'on a finalement une mission assez simple à faire. Et la seule réalité, c'est que cette mission assez simple, on peut l'accomplir de tout un tas de manières différentes, avec plus ou moins de réussite, mais globalement, si on s'entraîne bien dans le bon sens, on va arriver à bon port. Et ça, c'est vrai qu'en prépa physique, souvent, on a tendance à l'oublier en se disant « Oh là là, mais il faut que j'ai la recette validée scientifiquement. » Mais qu'est-ce qui est validé scientifiquement, si ce n'est ce qu'on a essayé déjà? Surtout sur le très haut niveau. Donc, surtout sur le très haut niveau. Tu as 8 finalistes et 8 façons d'arriver à la médaille d'or. Exactement. Bah, tu le connais, tu le sais en natation. Hein, je me rappelle de cette intervention de Barnier là, à l'INSEP, où il avait étudié tous les modèles d'entraînement du monde. Et il arrivait à la conclusion que finalement, ça se répartissait à peu près 50-50 entre ceux qui font un énorme volume et ceux qui font un volume modéré. Alors, volume modéré pour de la natation, ça reste du volume, mais ça restait du simple au double entre les deux groupes. Et en disant, bah, Ikiwake, autant de champions dans chaque catégorie. Donc en fait, finalement, il y a juste plusieurs chemins pour faire de la performance et il faut l'accepter. C'est pas... Peut-être étudier la réponse de l'individu à la charge d'entraînement pour savoir... C'est plutôt ça qui va nous permettre de choisir telle ou telle stimulation, parce qu'au final, on a plusieurs moyens d'arriver. Et effectivement, on est peut-être plus humble par rapport à ça dans le coaching, dans la prépa physique, dans le personal training, que dans la prépa physique, où on va être plus détendu par rapport à la chose, en se disant que de toute façon, voilà, à partir du moment où on fait un travail engagé, sincère et méthodique, les résultats vont venir de manière assez naturelle. Oui, puis ce qui est intéressant, je me rappelle d'une étude qui était passée sur les différences entre la perception de charge qui est prescrite par le coach et ce qui est vécu par les athlètes. Et un des facteurs qui jouait le plus sur l'adhésion au processus d'entraînement, c'était l'empathie du coach. Et tu vois ça, dans le fitness en général, la prise en charge d'un groupe, le côté sympathique, l'énergie que tu amènes. L'énergie qu'il amène, qui à la fin, ces éléments créent ton charisme de coach, ils savent faire. Et certains savent faire très très bien. C'est vrai que quand tu sors avec ton Master Staps, on t'a pas forcément appris à prendre en charge un groupe, à être sympa, à pas déballer tout de suite ta science. Alors,
des généralités, il y a des jamais mauvais bon de faire coachs, des il y a des bons prépas physiques, Ouais. à l'inverse. C'est voilà. jamais bon de faire des généralités, mais on peut constater quand même que le cursus STAPS ne met pas l'animation au cœur du système, que très vite sur les filières entraînement, on se dégage de la pédagogie qui est très travaillée par ailleurs sur l'enfant dans les cursus EPS, mais C'est sur ça. l'enfant, c'est encore C'est autre ça. chose, ou sur les adolescents. Là, sur la vraie pédagogie adulte, d'animation de groupe et de séance, il vaudrait clairement mieux se former au Club Med que dans une association sportive. Donc du coup, on a quand même un décalage de culture qui est marqué et qui fait que effectivement, une séance, c'est quand même souvent moins le fun avec un STAPSien qu'avec un BPGEPS, Ouais. qui est plus formé à ça. Ce qui pose problème parfois avec des staffs où tu as un athlète qui décide d'aller s'entraîner avec un coach, où tu vois le truc fait de l'extérieur, tu vas dire, ouais, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et parfois ça marche. Oui. Parce qu'au fond, quel est le plus important dans les deux métiers, c'est que les gens reviennent. Ouais. C'est que les gens soient ici maintenant, qu'ils soient heureux d'être là, épanouis, qu'ils sentent qu'ils progressent. Et à partir de là, finalement, le reste, c'est pas que c'est secondaire, c'est pas vrai. Mais c'est ça quand même la priorité. Et c'est vrai que souvent, on le perd de vue. On se dit, bon, je vais venir, je vais faire sérieusement mon travail, etc. Et puis, les gens vont se faire chier. Il faut se rappeler qu'en plus, on parle quand même à des athlètes, en général, ils ont plutôt 20 ans que 35. Hein. Ah ouais. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément facilité à donner du sens à ce qu'ils font. Ils sont talentueux, ils sont forts, ils veulent gagner. Mais voilà, la séance de force, ils peuvent la subir aussi. Donc, si on n'insuffle pas, nous, cette énergie, cette animation, cet engagement, il manque quelque chose. C'est pour ça que les STAPSiens feraient bien, justement, de s'enrichir de process plus fitness, pour le coup, qui vont les faire monter en compétences sans s'en rendre compte. Ouais, et puis il y a un autre point, alors qui touche un peu plus au nerf de la guerre, le côté économique aussi, c'est que les coachs, ils sortent de leur diplôme, et puis il faut qu'ils n'ont pas beaucoup de certitude forcément sur ce qu'ils ont fait, dans leurs connaissances, mais ils savent qu'ils doivent se vendre. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'anciens STAPSiens qui disaient « Ah, mais tu comprends, j'ai mon master, j'ai passé le DU avec un tel, et puis on ne reconnaît pas mes compétences, quoi. » Ah, mais le petit coach, lui, il est sur le terrain, et puis il a rencontré 150 personnes par jour, à qui il a parlé, à qui il a essayé de vendre son petit truc. Il a appris. Il y a beaucoup plus de formation aussi sur la vente dans le milieu du coaching. Et ce petit truc, peu à peu, est devenu un gros truc. Et c'est devenu un gros truc. Et puis, c'est vrai qu'on a besoin, de même qu'aujourd'hui, la physio fait un gros retour dans le game. En se prenant des petits outils avec la préparation physique, on a des gens mixtes aussi. Je pense que la double casquette aussi, coacher des gens, préparateur physique, s'inspirer, c'est Piacenta à l'époque, qui coachait autant les gamins qui entraînait les gamins dans les grosses influences pour moi, Jacques Piacenta à l'époque, et qui disait qu'il adorait, c'est devenu une phrase... Entraîneur d'athlétisme. Grand entraîneur d'athlétisme, de grand champion français. Et il y avait une phrase, moi, qui m'avait vraiment, qui m'a marqué, où il disait que, à entraîner monsieur et madame tout le monde, il trouvait des solutions. Il était obligé de faire de la recherche de solutions qui lui servaient dans le haut niveau. Le haut niveau, ça lui amenait quelque chose, ça l'allumait, ça le transcendait, quoi. Tu vois, une Marie-Josée Pérec, tu vois, à qui tu transmets des choses, et puis l'adrénaline du haut niveau qui est, pour l'avoir vécu, moi quand j'ai un athlète qui gagne, je suis dans une autre galaxie, quoi. Et à l'inverse, ça redescend dans l'autre sens, puisque malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, les formations jeunesse et sport, BPGEPS, etc., vont vers la simplification, le raccourcissement des formations. On ne va pas rentrer dans le débat, on l'a déjà eu avec Didier Rey sur cette antenne, mais on est sur des volumes de formation initiale beaucoup plus faibles, avec une nécessité du coup de se former tout au long de la vie. Le BPGEPS, c'est un premier niveau de certification très honorable qui nous permet de démarrer, mais qui est modeste. C'est un permis de conduire. Voilà, c'est un permis de conduire. Derrière, on sait qu'on est encore un petit peu dangereux sur la route. Il faut engranger des kilomètres pour monter en compétences et continuer des formations, faire de la conduite sur glace, pour apprendre à bien maîtriser son véhicule. C'est une très bonne image. Et c'est vrai que le fait d'intervenir sur le haut niveau ou de justement faire un cursus stable, ça permet de renforcer quand même au niveau sciences du sport. Ce qui est important à l'heure de ce que j'appelle le coaching 360, dont je parle aussi assez régulièrement, où pour moi l'avenir du personal training dépasse de très loin
le face-à-face d'une heure, de 45 minutes, parfois même 30 minutes qu'on peut avoir avec un client, où il ne se passe finalement pas grand-chose comparé aux 23 heures qui restent dans la journée. Le coaching 360, c'est qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on donne comme bille pour le reste, comment on aménage un petit peu les journées de nos clients pour qu'ils récupèrent mieux, pour qu'ils performent mieux, pour qu'ils se sentent mieux, pour travailler sur cette fameuse réserve de forme, réserve de santé, pour que justement on ait des leviers d'immunoboost. Tous ces éléments de biohacking dont on va parler de plus en plus, tout ça, ça repose vraiment sur de la science et de la science dure. Ah ouais. Et c'est sûr que là-dessus, le BPGEPS, en sortant de formation immédiatement, il est un peu à poil, là, il faut être honnête. Et du coup, je pense que ces deux univers ont des forces et des faiblesses, chacun. Il n'y en a pas un qui est parfait. Et comme tu dis, je pense que comme ils ont tendance à fusionner pour des raisons économiques, et bien justement, c'est une bonne chose. Je pense que les deux doivent s'influencer et que ce n'est pas parce qu'on n'a que un BPGEPS que l'aventure s'arrête là. Derrière, il y a des tonnes de livres à lire, des tonnes de formations à suivre, les miennes en particulier. Et c'est pas grave, en fait, on va arriver au même chemin, c'est juste qu'on a au même lieu, c'est juste qu'on a pris un autre chemin. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on a 3 Master STAPS ou un doctorat qu'on n'arrive pas du tout pareil, ça reste aussi un permis de conduire, un peu différent, un peu plus long à obtenir, mais qui ne nous met pas beaucoup plus à l'aise. C'est juste d'autres choses qui sont à compléter dans le jeu de cartes qu'on a au départ. Et il faut le faire. Il ne faut surtout pas rester sur ses acquis de formation initiale, quel que soit le profil. Puis de toute façon, la réalité du terrain, elle t'amène tous les jours quelque chose de nouveau. Je me rappelle avoir rencontré un grand professeur de médecine, chirurgien, qui me dit, nous, tous les jours au bloc, il se passe un truc qui n'est pas dans les bouquins. Et que ça soit dans le coaching et dans la préparation physique, tous les jours, il se passe un truc qui n'est pas dans les bouquins. Alors tu vas avoir un côté où le côté STAPS où il a appris une méthodologie, la science qui va lui permettre de réfléchir. Puis l'autre, le coach, qui va essayer de trouver une solution de terrain, qui va essayer d'appliquer des solutions. Les deux peuvent marcher, ça dépend des gens. Et puis il faut continuer de se former pour progresser, c'est sûr. Il faut, tu parlais de certitude tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut avoir confiance dans ces contenus, il faut avoir des recettes, c'est important. Hein. Souvent, la culture française, c'est attention, on ne se mouille pas à donner des recettes, on donne des principes, expliquons les fondamentaux, que les gens comprennent, et ensuite ils peuvent. C'est vrai, c'est important aussi, il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais néanmoins, il faut s'appuyer sur des recettes que l'on sait fonctionner, qui nous permettent d'avoir de la sérénité dans notre métier et de pouvoir nous adapter plus vite aussi, puisque du coup, si ça, alors ça. Et ça, c'est puissant, ça c'est l'expérience, c'est un peu la formation initiale aussi, et la formation continue. Mais derrière, il ne faut pas s'ancrer et s'enliser dans des protocoles, dans des écoles. Hein. On en a de plus en plus, on a des franchises qui se radicalisent parfois. C'est vrai que vous savez à quel point j'aime Strong First, mais des fois, il y a certains coachs Strong First qui ont tendance à dire c'est ça et rien d'autre. Et ça, c'est une erreur aussi, parce que pour certaines personnes, Strong First est complètement inadapté par culture, par philosophie, par mode d'entraînement, par aspiration, par blessure, pour tout un tas de raisons. Il y a des trucs. Alors que le système en soi est ouvert. À la base. Le système est ouvert, il prend plein de chance. Ouais, c'est comme tout. Je pense qu'il y a des gens qui vont. Il ne faut pas oublier que souvent ça répond aussi à des problématiques personnelles. À un moment, tu trouves la même chose dans le yoga, tu vois, des gens. Moi je disais en rigolant, j'ai jamais rencontré autant de gens en ex-burnout que des gens qui veulent devenir prof de yoga. Ouais. Tu vois. Pas tous, alors certains ça les aide. Heureusement. Mais c'est vrai que c'est Mais c'est un profil, tu vois, je me sens mal, donc je vais aller faire un truc qui me sent bien. Alors ça peut être la force avec Strong First. Et c'est vrai que parfois, tu as besoin de cette période un peu fermée, tu te mets tes œillères, tu trucs, et puis après, il faut rouvrir. Il faut réouvrir. Il faut réouvrir, bien sûr. Et les franchises qui nous entourent et qui touchent les deux corporations, hein, que ce soit le personal trainer ou le stapsien, le préparateur physique, toutes ces franchises essayent de nous imposer des codes, des filtres. C'est la mode américaine pour le coup. Et ok, prenez-les comme des recettes qui vont vous permettre d'être efficace sur le terrain et d'avoir confiance dans certaines choses qui sont éprouvées, qui marchent et qui, pour l'immense majorité des gens, vont fonctionner. Mais soyez toujours prêts à ce cas qui n'est pas dans les bouquins, à ce cas qui n'est pas dans les franchises, à ce cas qui va vous nécessiter que vous cassiez le moule et que vous repartiez de zéro sur autre chose.
Et c'est là, justement, la finesse de nos métiers et la beauté du truc, c'est qu'on peut faire de plein de manières différentes. 1 million d'options sur le terrain, et vous choisissez en fait. Tu vois, il y a un exemple qui me vient en tête, et que j'ai souvent repris, un coach, un mec qui est connu mondialement, Brett Contreras, qui est autant un super scientifique qu'un super coach, Monsieur Fessier. Le Glut Guy. Le Glut Guy, qui n'a pas hésité à un moment, avec certaines de ses études sur le hip thrust qui ont été remises en question, qui a reconnu lui-même qu'il a eu des biais, qui s'est un peu précipité. Au moment où lui, il pouvait dire « Non mais moi, en fait, c'est mon truc, j'ai raison », il y en a eu d'autres avant, qui se sont un peu enfermés dans le truc. Il a ouvert, il a remis le hip thrust à sa place dans la logique, il a continué de bosser. Et c'est tout à son honneur. Tu vois, il ne s'est pas enfermé dans une étude qu'il avait fait à un moment et sur laquelle il avait fait un empire. Bien sûr. Il faut être à l'aise avec ça. Hein. On a le droit de se tromper. Des milliers de fois, je me suis trompé. Des milliers de fois, j'ai raconté des choses en formation sur lesquelles j'ai changé d'avis après. Sur lesquelles la science a changé d'avis elle-même, ou a démontré que c'était une erreur fondamentale. Ou le terrain te montre que ça ne marche pas. Ou le terrain te montre que ça ne marche pas. Ou ça ne marche plus. Ça marchait sur une génération. Ça marchait sur les boomers. Et ça ne marche plus sur les 2010. C'est ça. Et du coup, il faut sans arrêt surfer, s'adapter, être humble par rapport à ça. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, et dans notre univers tout particulièrement. Ido Portal, hein, qui s'est remis en cause publiquement, en disant bon, ouais, je disais ça à l'époque, j'étais à fond sur la souplesse au cœur de la mobilité, etc. Et puis peu à peu, j'ai évolué. Ido Portal, en plus, a commencé avec Poliquin. Il avait ces trucs de chez Poliquin, donc il a fait plusieurs allers-retours. Plusieurs allers-retours, Et bah, franchement, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est même mieux que tout. C'est-à-dire que tu dis, bah, voilà, moi j'ai confiance dans ce mec-là qui est sincère à tous les moments de sa carrière, qui ne la fait pas avancer dans un premier temps, ne fait pas avancer la corporation dans un premier temps pour la freiner dans un deuxième en restant sur ses certitudes qui sont plus bonnes. Voilà, on le voit, un exemple hyper criant, c'est l'acide lactique dont on parlait avec Didier Reyes. En apparence, on s'en fout. Mais dans les faits, ça montre qu'on reste attaché à des lectures erronées et des interprétations fausses d'un certain nombre de paramètres physiologiques qu'on enseignait de manière très large. Donc, ce n'est pas de notre faute si on s'est trompé. Moi aussi, j'ai parlé d'acide lactique. Je l'ai écrit même. Ce n'est pas de ma faute. C'était comme ça. La science dure délivrait ce message-là. Seulement aujourd'hui, on a d'autres infos. On est capable de réguler ce message-là. Il faut le faire. Il faut dire, on s'est trompé, on a changé d'avis. C'est plus comme ça. Voilà. Et bon, on a des auteurs, hein, Tudor Bompa par exemple, résistance totale sur l'acide lactique. Il ne veut pas enlever ça de ses écrits. Bompa, il est resté. C'est non, quoi. Et bon courage. En référence mondiale sur la planification. Et oui, et par ailleurs, un monstre absolu. Voilà. Bon courage pour le faire changer d'avis. Et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est vrai que toutes ces formations, finalement, initiales, pour revenir sur notre sujet de départ, devraient rester dans cette humilité-là, de se dire, en fait, tout ça n'est que le début de l'aventure. En fait, on s'en fout qu'on vienne de STAPS ou de BPGEP, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Il faut combler nos faiblesses, renforcer nos points forts, parce que c'est comme ça qu'on fait la différence à la fin quand même. Et à un moment donné, construire un profil où on va l'enrichir par bloc de compétences. Je trouve ça très très bien, moi, cette appellation actuelle. Là, vous savez qu'il y a des modes dans la formation. Aujourd'hui, on parle de bloc de compétences. C'est beaucoup plus logique que de parler du C ou de C, qu'on ne comprend rien à ce que ça veut dire. Un bloc de compétences, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un plugin sur un logiciel Internet sur lequel vous rajoutez des fonctionnalités. Et à la fin, vous avez un truc plus puissant, plus rapide, plus optimisé au métier que vous exercez exactement chaque jour et aux gens que vous avez en face de vous. Et finalement, c'est ça la clé du succès et de la performance. Hein. On est un peu vendeur, hein, qu'on le veuille ou non. On est un peu animateur, très animateur, un peu pédagogue. Tu sais, vendeur, il faut le faire. Moi, j'avais fait une formation en préparation évidemment. physique. Et mes élèves, je leur ai dit, là, on a un travail de 2 heures. Vous rencontrez un président de club, petit niveau, le foot local, le rugby local. Vous voulez faire de la préparation physique, et vous devez vendre votre projet. Alors, vous allez vous appuyer un petit peu sur la physio, mais le président, tu rencontres un président de club sportif, ce que tu connais en STAPS, la physio, il s'en fiche. Là. Donc, il faut être capable de se vendre un petit peu, c'est important. Ça fait partie du truc. Je me rappelle, il y a 20 ans, une des formations majeures en préparation physique, c'est toujours le cas, hein, c'était celle de Dijon, hein, en STAPS. Ouais, comme métier. Donc voilà, le CEP qui organisait
des formations à l'époque en DESS. Et le DESS de Dijon, c'était préparation physique / management. Alors, management au sens gestion de projet commercial, ni plus ni moins, quoi. Et moi, je n'avais pas compris. À l'époque, je dis, oh non, je ne veux pas faire moitié moins de perf. Je veux faire 100% de la perf. Aujourd'hui, je comprends à quel point ces gens avaient compris et maîtrisaient leur univers. S'il y avait, et évidemment, ça répondait aussi à une consigne, à une contrainte qui était qu'il y avait peu de gens qui voulaient faire que de la prépa physique à cette époque-là, donc c'était aussi s'adapter un peu à la demande, mais à quel point c'était pertinent, ça, je ne l'avais pas mesuré. Je donne une autre anecdote sur le sujet, c'est Rudy Koya, à qui on prend la tête toutes les 5 minutes parce qu'il parle autant d'entraînement aujourd'hui que de marketing et de business, et c'est presque... c'est mal poli, quoi. C'est le mec, attends, il parle de business. Mais heureusement, putain, ça fait partie du métier. Il faut que vous formiez autant à vous vendre et à promouvoir ce que vous produisez qu'à mettre du contenu de qualité. Et puis on oublie un truc, c'est que dans les coachs, tu vois, qui sortent de BP, t'as pas que des gens de 20 ans, tu vois, qui sont costauds, des nanas. D'ailleurs, c'est la minorité. C'est la minorité. Ouais. Donc t'as des gens qui sont en reconversion, qui vont se retrouver dans une salle, qui doivent coacher, qui ne vont pas compter sur leur gros pec, leurs fessiers. Et ces gens-là, est-ce que c'est juste, parfois, s'ils sont compétents, après qu'ils abandonnent le métier parce qu'ils n'ont pas réussi à passer, à se vendre, alors que moi j'en connais qui ont énormément de choses à apporter, humainement, techniquement. Techniquement, oui, parce que ça reste des pratiquants. Ça reste des pratiquants aussi. Des gens qui répondent un peu moins bien à l'entraînement. C'est plus des performeurs, mais voilà, c'est des c'est ça. Et donc, qu'ils puissent se vendre, communiquer, c'est des belles choses aussi pour eux. C'est essentiel. Et puis, en vrai, on voit bien que beaucoup de gens diraient dans le monde dans lequel on vit. Mais ça a toujours été, ce monde-là. Il a toujours fallu trouver, aujourd'hui, on a mis un mot dessus qui s'appelle marketing, mais on a toujours travaillé sur l'emballage des choses pour mieux les présenter. Dès l'école, on vous apprend, applique-toi quand tu t'écris. Quand tu écris, applique-toi. Relis-toi quand tu écris. Ne faites pas de faute de français à l'oral. Pourtant, peut-être que le contenu est de valeur. C'est pas la question en fait. L'emballage est important et ce dès le début. Ce qu'avait très bien compris Steve Jobs à l'époque. Exactement. Ton produit, il est beau. C'est pas que la performance qui a fait le succès de ces boîtes-là. C'est une combinaison de marketing, de performance et de design. Quand tu as tout, c'est la formule gagnante. C'est clair. Que ce soit prépa ou coach. Donc, 2 métiers qui fusionnent. Effectivement, on pourra conclure là-dessus. C'est qu'il y a aussi une tendance du marché à aller vers des gens en sport santé ou en sport loisir qui évoluent vers de la pratique prépa physique. On le voit dans nos studios respectifs, c'est notre ADN aussi, où on a mélangé de la préparation physique avec du fitness grand public et on a mis à disposition de ce fitness grand public, en tout cas des outils de prépa physique. Aujourd'hui, les studios coaching, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas de kettlebell dedans, c'est rare qu'il n'y ait pas de barre olympique, c'est rare qu'on n'ait pas des capteurs de puissance et de la digitalisation de la perf et du monitoring de data. C'est rare qu'on n'ait pas tout ça. Ça vient aussi perfuser même dans le low cost aujourd'hui. Donc, le coaching revient au cœur du game. Très bien, parfait pour nous. Mais globalement, on sent quand même qu'il y a une forme de fusion là, de tout ça. On le voit aussi dans des boutiques gym comme épisode où là, clairement, c'est des gros ateliers de prépa physique. On pourrait presque faire passer Moi, on me donne une salle épisode pour entraîner mes athlètes, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut, on n'aura peut-être pas les mêmes process, etc. Mais globalement, les mondes sont en train de se rapprocher. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis la réalité veut que ce soit ça, économique. C'est évident. Si on attend après le haut niveau pour nous faire vivre, c'est compliqué. Bon. Merci d'être venu. Avec plaisir. C'était vraiment très intéressant. Vous nous avez peut-être regardé sur YouTube, peut-être que vous nous avez regardé sur mon site web, ou vous nous avez écouté sur les différents services de streaming. Vous pouvez aussi suivre Loïs sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux, très actif, très productif, toujours de qualité. Donc vraiment, allez le suivre. Et puis, mon partenaire digitalisation, Transfert, chez qui je tourne aujourd'hui, qui vous attend pour des formations complémentaires comme la 3PS sur la préparation physique, la nutrition et la récupération.
La clé de notre métier se trouve dans la formation. Les meilleurs coachs n'arrêtent jamais de se former. À très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.